Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet un peu spécial, d'un sujet qui est très populaire en France, notamment chez les jeunes. Ce n'est peut-être pas un sujet qui va vous intéresser ou qui vous intéresse, mais regardez bien la vidéo parce que je pense que je vais parler de sujets assez larges et que ce ne sera pas vraiment 100% spécifique sur ce dont je vais parler. Je suis très mystérieux et maintenant je vais vous révéler. On va parler des mangas et notamment de Naruto. Donc, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler des mangas? Bon, vous savez que j'adore le Japon, j'apprends le japonais, j'aime les mangas, les animés, etc. Mais la raison pour laquelle je pense que c'est intéressant pour vous, c'est que les mangas, c'est quelque chose d'extrêmement populaire en France. C'est vraiment très populaire. J'ai commencé à lire des mangas vers l'âge de 10-11 ans et à cette époque, c'était pas très cool de lire des mangas. C'était même un peu nul. Mais depuis quelques années, depuis peut-être 2018-2019, et d'autant plus avec le Covid après, le Japon est devenu extrêmement populaire et les mangas, c'est vraiment devenu quelque chose de cool. C'est tellement cool que, par exemple, dans beaucoup de musique, dans beaucoup même de morceaux de rap, il y a beaucoup de références au manga. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça pour essayer de comprendre pourquoi le manga, alors que c'est quelque chose d'assez spécifique, est aussi populaire en France. Il faut savoir que la France, c'est le deuxième marché mondial pour le manga, après le Japon, bien évidemment. C'est-à-dire que les Français, c'est la deuxième consommation en manga après le Japon. Donc c'est vraiment hyper populaire. Et c'est le marché numéro un, on va dire, en dehors du Japon. Et aujourd'hui, du coup, j'avais envie de me poser la question, d'essayer de comprendre pourquoi c'est aussi populaire. Et pour ça, on va parler de scénario, de personnages, on va parler un peu de cinéma aussi. Donc, je pense que ça va vous intéresser. J'ai pris un exemple, enfin un livre, un manga de Naruto. C'est l'exemple que je vais utiliser principalement tout au long de cette vidéo parce que c'est le manga que je connais le mieux, je pense. Mais ça s'applique à d'autres mangas, bien évidemment. Pour commencer, l'histoire culturelle, comment les mangas sont arrivés en France et comment ils ont conquis la France. Donc, dans les années 90, il y avait une émission de télé qui s'appelait le Club Dorothée. Donc la présentatrice s'appelait Dorothée, je crois, et c'était une émission en fait où il passait beaucoup de dessins animés à la télé. Bon, moi à cette époque, j'étais encore trop jeune, voire je n'étais pas né, donc ce n'est pas une émission que j'ai beaucoup regardée, mais c'est vraiment via cette émission que les animés ont commencé à passer à la télé française. Et ça, je crois qu'à l'époque, il y avait des animés comme Les Chevaliers du Ciel, ce genre de choses. Mais très rapidement, en fait, il y a eu une certaine défiance, notamment une certaine défiance politique. Une défiance, c'est-à-dire, c'est euh, c'est un peu s'opposer à quelque chose. Je suis défiant envers les mangas, je suis un peu opposé aux mangas. Et très rapidement, en fait, dans les médias et dans la politique, il y a rapidement eu des commentaires comme quoi les mangas, les animés, c'était violent et débile, que ça ne servait à rien. Et voilà, il y avait des exemples comme avec Ken le survivant, où, bon, il me semble que c'est un mec très musclé qui tue des gens avec une épée. C'est un peu violent, mais du coup, il y a vraiment eu très rapidement cette image comme quoi c'était mauvais pour les jeunes de consommer des mangas, de regarder des animés ou de lire des mangas. Mais ensuite, il y a eu un peu un tournant générationnel et il y a eu des œuvres majeures qui ont marqué l'évolution du manga en France et dans le monde d'ailleurs.
En premier, il y a eu par exemple Dragon Ball, bien sûr. Et après, je pense qu'en France, il y a vraiment eu Naruto et One Piece, qui sont les deux œuvres qui se sont imposées comme des classiques et, euh, et qui encore aujourd'hui sont considérées comme des classiques. Quand j'avais 10 ans, je lisais Naruto, je lisais aussi One Piece. Il faut savoir que c'est des séries qui sont très longues, c'est-à-dire que Naruto, ça s'est fini peut-être en 2016-2018, je pense. Et One Piece, qui est l'œuvre la plus longue, le manga le plus long, c'est encore en train d'être publié. Donc ça a vraiment été les marqueurs, enfin le tournant pour l'évolution du manga en France, avec ces trois œuvres qui ont vraiment marqué la jeunesse. Je ne sais pas à quel point ça a joué dans l'évolution du manga en France, mais en France, on a quand même une culture forte des bandes dessinées. Donc les bandes dessinées, c'est l'équivalent du manga en France ou l'équivalent du comic aux États-Unis, du manga au Japon, pardon, et des comics aux États-Unis. Donc la BD, on appelle ça la BD. On a une tradition BD franco-belge notamment. Les Belges sont très forts en BD aussi. Et donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de lire quand on est jeune. Quand j'étais jeune, par exemple, je lisais beaucoup Lucky Luke, qui est un peu plus vieux, mais qui continue de sortir. Il y a aussi bien sûr Astérix et Obélix, qui est un classique. Et après, pour les plus jeunes, il y avait des choses comme Titeuf, qui était hyper populaire, ou encore, par exemple, Kid Paddle. Kid Paddle. Et ça, c'est bon, là j'en ai cité quelques-uns, mais c'est vraiment des classiques de classiques. Et énormément de Français lisent ce genre de BD. Je me rappelle, Titeuf, ça c'était vraiment générationnel et tout le monde lisait les Titeuf. Pareil, Lucky Luke, ça c'est plus vieux, mais voilà. Vous avez plein d'œuvres comme ça qui sont vraiment des classiques pour des générations. Et donc ça, d'un côté, c'est un peu l'équivalent japonais qui est arrivé en France. Alors, à quel point ça a permis l'évolution du manga en France, je ne sais pas, mais en tout cas, on va dire que c'est un terreau fertile. Euh, un terrain fertile, donc qui permet de faire pousser des plantes. C'est une image. Je regarde mes notes en même temps pour essayer d'être un peu structuré. Le paradoxe un peu avec les mangas, c'est que si je prends Naruto, c'est que l'histoire, c'est une histoire très japonaise. Naruto, il grandit dans un village de ninjas et tout est construit sur des références japonaises. Et c'est un peu bizarre parce que on se dit, mais un petit Français, quand il commence à lire Naruto, il doit trouver ça un peu bizarre. Et c'est des villages de ninjas. Naruto, il adore manger des ramen, des nouilles, des soupes de nouilles. Et les ninjas, ils font des techniques. Enfin, toute la politique, tout ce qu'il y a tout ce qui est action, etc. C'est vraiment, c'est très japonais. Culturellement, c'est très japonais. Et ça, c'est un peu un paradoxe parce que bah, nous, si je caricature, les jeunes Français, enfin les petits, quand on était petits, on était plus habitués au truc du chevalier qui sauve la princesse, au format un peu classique occidental et moins à ce genre de choses. Pareil, il y a des mangas comme Bleach, par exemple, où ça parle d'esprit. Au Japon, dans la religion shintoïste, les esprits occupent une place importante et du coup, il y a beaucoup de références à ça. Peut-être pas dans Naruto, mais dans d'autres œuvres, il y a beaucoup de références à ça. Et on se dit, bah, ça va pas plaire à un Européen, un Occidental, à un Français, parce que c'est trop différent de sa propre culture. Mais je pense que la réussite de ces œuvres, elle est due au fait que ce sont des œuvres qui abordent des thèmes assez universels. Naruto, c'est ce qu'on appelle un shonen. Un shonen, c'est
En japonais, ça veut dire jeune garçon, mais c'est un style de manga assez précis. Et si je fais un peu cliché, c'est un peu le jeune qui n'a pas vraiment de talent ou qui est un peu nul et qui d'un coup, enfin, qui a un très grand rêve et qui d'un coup découvre qu'il a un pouvoir où il s'entraîne vraiment, il s'entraîne énormément pour atteindre son rêve et à la fin, il atteint ou pas. Ça, c'est exactement le cas de Naruto. Donc, Naruto, en gros, au début, c'est un raté. Il est nul, tout le monde le déteste quasiment. Et lui, son rêve, c'est de devenir le chef du village, en gros, pour protéger tout le monde. Et ça, je pense que ça touche à des thématiques universelles. Il y a le rêve, avoir un rêve et se tenir à son rêve, vouloir atteindre ses rêves. Il y a le dépassement de soi, c'est-à-dire s'entraîner, essayer de devenir meilleur tous les jours. Il y a l'amitié, la vengeance, l'amour, bref, c'est des choses assez universelles. Et même si le cadre est très japonais, les enjeux qu'il y a derrière, c'est très universel. Naruto, c'est l'optimiste naïf qui veut atteindre son but. Donc lui, c'est vraiment tout le long, il dit je veux devenir ça, je veux devenir le chef, etc. Alors que tout le monde lui dit mais t'es un raté, t'es nul, etc. Et ça, il y a un peu, je pense que tout le monde peut s'identifier un peu à ça. C'est-à-dire un peu ce truc de croire en soi, atteindre ses rêves, tout faire pour atteindre ses rêves, etc. Idem dans Naruto, il y a l'antagoniste, enfin non, c'est pas l'antagoniste, mais c'est le rival et l'ami de Naruto, qui est le deuxième personnage le plus important de l'œuvre, je pense. C'est Sasuke. Sasuke, voilà, c'est lui. Un peu, je sais pas si on voit bien, mais c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que lui, il est très renfermé, il est animé par la vengeance. Bon, là, il y a une histoire derrière sa vengeance. Il y a en fait son frère, son propre frère, a tué toute sa famille. Donc peut-être que les politiciens avaient raison de dire que c'est un peu violent. Mais disons que on comprend pourquoi il est autant en colère, mais on n'approuve pas forcément. Du coup, c'est un personnage aussi très intéressant. Mais du coup, tout ça, ça touche. Voilà, là, la vengeance, tout ça, ça touche quand même à des choses universelles. Et même si c'est très japonais, le côté universel des thématiques, ça fait que n'importe qui lit un manga peut s'identifier. Un autre point, c'est une grande force des mangas, c'est les antagonistes crédibles et les héros qui doutent. Ça, c'est un point que je trouve intéressant parce que, par exemple, quand j'étais jeune, il y avait tout ce qui touchait aux films de super-héros, notamment Marvel, DC Comics. Et au fur et à mesure, j'ai un peu perdu goût à ce genre de film, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, je trouvais que ça devenait un peu cliché. Et je pense qu'il y a un problème avec ce genre de film quand l'antagoniste n'est pas très... En fait, j'ai l'impression que la qualité du film ou de l'histoire peut se définir par la qualité de l'antagoniste. L'antagoniste, c'est le méchant, c'est l'adversaire du super-héros ou du héros d'une œuvre. Et parfois, j'ai l'impression qu'on crée des antagonistes qui sont juste fous. En fait, si le méchant, il dit « Je suis méchant parce que je suis méchant parce que je suis fou, je suis complètement fou », mais que derrière, on n'a aucune raison valable, bah, en fait, on n'y croit pas vraiment. C'est-à-dire qu'on voit ça, on fait « Ouais, bon, d'accord ». Et si je prends un exemple, par exemple, bon, il y a le bouffon vert. Quand j'étais jeune, j'avais bien évidemment vu le film avec Tobey Maguire. Et avec le bouffon vert, bon, il faisait peur, bien sûr, etc. Mais avec un peu de recul, je ne me rappelle plus vraiment du film. Donc peut-être que je me trompe, mais avec un peu de recul, je me demande, mais pourquoi, en fait, il est méchant? Enfin, c'est quoi ses raisons? Est-ce qu'il a des raisons valables pour être méchant comme ça? Et en fait, si on ne peut pas répondre à cette question, je trouve que c'est un mauvais antagoniste, c'est un mauvais méchant. Un exemple plus récent dans l'univers Marvel, c'est Thanos.
Thanos, lui, en gros, il veut tuer la moitié de la population euh, dans tout l'espace. Et pour le coup, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé que c'était expliqué. Enfin, il expliquait pourquoi il voulait faire ça. Bon, en gros, il disait c'est pour retrouver un équilibre. Mais quand il l'explique dans le film, on est presque à se dire, franchement, je comprends, je n'approuve pas les méthodes, je ne suis pas d'accord avec les méthodes, mais je comprends. Et ça, je trouve que, bon, Thanos, c'est un bon antagoniste, je pense, mais je pense que dans Naruto, par exemple, il y a des antagonistes fantastiques. Il y a, je pense, j'allais dire parmi les meilleurs antagonistes, mais j'en sais rien. Mais il y a des méchants, entre guillemets, vraiment très intéressants. Il y a notamment un méchant qui s'appelle Pain. Et Pain, lui, en gros, bon, il est là pour un peu tuer tout le monde. Mais en fait, lui, ce qu'il explique, c'est que sa mission, c'est de développer une arme suffisamment puissante pour que les villages ninjas ne s'attaquent plus entre eux. Pain, quand il était jeune, quand il était enfant, ses parents ont été tués dans une guerre. Et du coup, il a une certaine haine. Mais lui, son objectif, c'est d'avoir une paix totale. Et il dit que pour ça, il va développer une arme tellement puissante que plus personne n'osera s'attaquer. Et ça, c'est la thématique de l'arme nucléaire. Je veux dire, bon, c'est un peu cynique, mais si vous regardez la géopolitique actuelle, c'est un peu ça. Il y a des pays qui ont l'arme atomique, et le discours, c'est que si on a l'arme atomique, plus personne ne va oser nous attaquer, tout simplement parce qu'on peut se détruire mutuellement en appuyant sur un bouton. Et ça, du coup, quand on lit l'histoire de Pain, toute son enfance, etc., et les raisons pour lesquelles il fait ça, ben, en fait, c'est très crédible. En fait, on comprend pourquoi il pense ça, on comprend et pourquoi il croit que ça peut être une solution. On n'approuve pas forcément, on n'est pas forcément d'accord, mais en tout cas, c'est totalement crédible. Et ça, quand il explique, il arrive même à faire douter Naruto. Naruto, c'est vraiment l'optimiste naïf. Et à ce moment-là de l'histoire, il arrive presque à lui montrer par A plus B, il lui montre quasiment rationnellement que les hommes, de toute manière, se tuent les uns les autres. Il y a toujours eu des guerres et que ce n'est pas en tenant des discours qu'on va régler toutes les guerres et que c'est dans la nature humaine de vouloir dominer les autres. Et donc il dit que sa solution d'avoir une arme tellement puissante que plus personne n'oserait attaquer les autres, ça serait une solution. Derrière, ça pose d'autres questions. Il y a un autre manga comme Death Note où le héros, il parle un peu de... Enfin, c'est un peu les mêmes thématiques. Il dit que, en fait, il découvre un pouvoir et en fait, il veut être la justice. Il peut tuer n'importe qui et du coup, il prétend devenir la justice. Et là, c'est pareil, Pain. En soi, si c'est lui qui a l'arme atomique, entre guillemets, en fait, il est un peu en train de prétendre qu'il peut devenir une justice absolue, une sorte de dieu. Et donc voilà, et tout ça, c'est des thématiques qui sont très intéressantes parce que il suffit d'aller voir le film Oppenheimer, il suffit de regarder l'actualité, la guerre en Ukraine, ce genre de choses, la Russie, la France qui possèdent l'arme atomique, pour comprendre que c'est des thématiques qui sont très intéressantes. Et ça, je pense que c'est vraiment une des qualités de ce genre d'œuvre. C'est qu'en fait, on peut comprendre les méchants, les héros, parfois, ils ont des faiblesses, et en fait, tout devient un peu gris. Ce n'est pas vraiment blanc ou noir, ce n'est pas hyper manichéen, on va dire. Manichéen, ça veut dire que c'est noir ou blanc. Par exemple, dans le Spider-Man, dans le bouffon vert, c'est un peu manichéen, quoi. Spider-Man, il a raison, le bouffon vert, il a tort. Il y a le bien et le mal, et c'est comme ça. Et ça, si je prends d'autres
d'autres œuvres de manga. Par exemple, très récemment, il y a eu l'Attaque des Titans. Et l'Attaque des Titans, c'est un peu la même logique. C'est un peu comme Game of Thrones. C'est-à-dire que c'est très politique et que finalement, en fait, il n'y a pas de personne qui a une vérité absolue. Tout le monde défend un peu ses intérêts. Il y a des personnages avec une meilleure morale que d'autres. Mais finalement, c'est plus une question d'intérêt et comment les personnages en fait se battent entre eux pour atteindre leurs propres intérêts. Et ça, l'Attaque des Titans, c'est quelque chose que je recommande si vous voulez commencer les animés, parce que c'est assez court pour un animé et c'est très, on va dire que c'est accessible. L'histoire est très intéressante, elle est très intrigante et donc c'est plus accessible. Naruto, One Piece, des fois c'est trop long et du coup c'est peut-être moins accessible. Il y a d'autres œuvres comme Berserk où là c'est beaucoup plus violent là, mais c'est un héros qui s'enferme dans un cercle de haine et c'est pareil, ça traite de ce sujet-là. Et du coup, j'ai un peu l'impression que ces thématiques-là, ces méchants compréhensibles, ces grands antagonistes qui ont permis de vraiment développer le manga en France. Là où, par exemple, les films de super-héros, c'est toujours hyper populaire, mais j'ai un peu l'impression qu'au bout d'un moment, ça s'essouffle. Au bout d'un moment, le concept des films de super-héros, moi, ça fait un moment que je ne suis pas allé au cinéma voir un film de super-héros parce que la structure, c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours le héros qui a un pouvoir. À un moment du film, il doute et à la fin, il arrive à abattre le méchant. Je caricature et je suis peut-être un peu mauvaise langue, c'est-à-dire que je critique un peu facilement peut-être, mais j'ai un peu ce sentiment. À l'inverse, je parlais des héros qui sont imparfaits. Il y avait un film qui s'appelle Logan, donc c'est Wolverine, et j'avais beaucoup aimé ce film parce que le personnage, le héros, donc j'ai oublié son nom, le nom de l'acteur. Ah, bon, bref. Logan, Wolverine, euh, dans ce film, il est vraiment torturé. C'est un alcoolique, je crois, qui se drogue et il n'arrive pas à prendre. Enfin, il est vraiment torturé. On voit que ce pouvoir qu'il a, ça le ronge. Enfin, je crois qu'il est immortel, mais il aimerait mourir pour trouver le repos, enfin, pour se reposer, enfin, pour arrêter cette vie. Et voilà, tout au long du film, du coup, c'est pas aussi manichéen que j'ai des super pouvoirs, je suis super stylé et je vais aider tout le monde. Donc ça, je trouve ça intéressant et je trouve que ça manque dans des œuvres plus générales et c'est quelque chose qu'on peut trouver dans les mangas. Il y a des mangas très manichéens, hein. Il y a des mangas où c'est très je suis le gentil, tu es le méchant et je sais pas pourquoi tu es méchant, mais je vais tout faire pour te battre. Il y a aussi un truc qui est le format. C'est que le marché du manga au Japon, c'est quelque chose de très particulier. Parce que, en fait, les œuvres, elles sont publiées dans des publications hebdomadaires. Hebdomadaire, ça veut dire chaque semaine. Il y a publication quotidienne, chaque jour, hebdomadaire, chaque semaine, et après mensuel, bimensuel, etc. Bon, bref. Et en fait, il y a des publications hebdomadaires au Japon qui sont, par exemple, un très connu, c'est le Weekly Shonen Jump. Ouais, c'est ça. Et ça, en fait, les auteurs, à partir du moment où commencent à être publiés, ils doivent sortir des chapitres dans ces publications hebdomadaires. Et donc, je crois que le rythme normal pour un mangaka, donc un auteur de manga, c'est de sortir un chapitre par semaine. Un chapitre toutes les 2 semaines. Mais je crois que c'est par semaine. Et en fait, le truc, c'est que il y a tellement de personnes qui ont des histoires, qui créent des histoires, que quand déjà il faut être sélectionné pour être publié dans le Shonen Jump, et quand vous êtes publié, il faut réussir à rester. Et ça, c'est les lecteurs qui choisissent, c'est les lecteurs qui votent. Et du coup, chaque semaine, les lecteurs vont lire un chapitre et ils vont décider s'ils sont accrochés ou pas par l'histoire.
Est-ce que les histoires les intéressent finalement? Et du coup, ça, c'est vraiment une compétition constante au sein des auteurs. Et ça implique plusieurs choses. Ça implique d'avoir une tension narrative. C'est-à-dire que il y a un peu cette obligation à la fin d'un chapitre, il faut donner envie au lecteur de lire le prochain. Un peu comme dans les séries, si je prends l'exemple de Game of Thrones, il y avait, je ne sais plus, c'était l'épisode 9 ou ce genre de choses. Enfin, il y avait des épisodes où il se passait quelque chose de très important à la fin de l'épisode. Et du coup, quand l'épisode est fini, on a juste envie de regarder le prochain. Et du coup, la semaine suivante, on regarde l'épisode. Et c'est un peu pareil avec les mangas, c'est-à-dire que comme ils sont publiés sous forme de chapitres, ils créent une tension narrative à la fin du chapitre pour donner envie de lire le suivant. Ce qui fait que quand on commence à lire Naruto, par exemple, si on est pris par l'histoire, si on trouve l'histoire intéressante, on peut dévorer le manga. On peut vraiment lire tout d'un coup. Dévorer, c'est manger un peu comme un animal, un ogre. Et on peut vraiment lire le manga comme ça, très rapidement. Je crois qu'en anglais, on dit un livre, par exemple, c'est un page turner. On tourne les pages sans s'arrêter parce qu'on n'arrive pas, on est captivé par l'histoire. Et personnellement, je sais que quand j'étais plus jeune, je me prenais plusieurs mangas Naruto, je me posais et j'arrivais à lire sans m'arrêter parce que j'étais captivé par l'histoire. Il y a une autre chose, c'est que c'est un format très long, comme les séries, mais là c'est encore plus long. Je parlais de One Piece. One Piece, il y a, pour l'animé, il y a plus de... là, on doit être à 1100 épisodes, donc 1100 épisodes de 25-30 minutes. C'est énorme et c'est super long. Et quand j'étais jeune, One Piece, les mangas étaient publiés. Je ne sais plus à quel numéro ils étaient. Mais maintenant, il y a plus de 100 mangas. Et donc, ce qui fait que, bon, d'un côté, ça donne pas trop envie de commencer. Mais de l'autre, c'est que c'est tellement long que j'ai commencé à lire à 10 ans. J'en ai 32 aujourd'hui. Ça fait 22 ans que je suis une histoire. Et ça crée une vraie attache émotionnelle. Toutes les personnes qui ont commencé à lire Naruto entre 7 et 10 ans, peut-être pas trop tôt non plus, mais à 10 ans, en gros, ils ont fini Naruto à 25-26 ans, quelque chose comme ça. Et quand on sait que ça parle de thématiques comme la vengeance, se dépasser, la colère, l'amour, l'amitié, etc., mais finalement, les jeunes, ils lisent ça au moment de l'adolescence, etc. Et c'est des choses qui les accompagnent dans un peu cette découverte. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant et du coup, il y a une vraie attache émotionnelle à ces œuvres. Si ma femme écoute une musique de Naruto, elle a très rapidement les larmes aux yeux, par exemple. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ça rejoint le sujet d'une vidéo que j'ai faite, c'est que plus on passe du temps avec quelque chose, plus ça a de la valeur, enfin plus ça obtient de la valeur. Bien évidemment, ça c'est un style de manga c'est le style de manga le plus populaire, les shonen. Il y a des mangas plus adultes, on va dire, avec des formats plus courts. Et par exemple, vous avez Urasawa Naoki, qui est un auteur et qui a fait par exemple Monster. C'est plus comme un roman policier, mais sous forme de manga, qui est très intéressant. Mais bon, voilà. Donc, si vous n'êtes pas vraiment intéressé par ces longues histoires, vous avez des choses plus courtes. Il y a aussi, par exemple, en France, un mangaka très populaire, c'est Jiro Taniguchi. Et lui, il fait des mangas, c'est un livre. Et par exemple, il y a le livre Quartier lointain, qui est très populaire. Mais voilà, donc il y a un peu de tout, il y a plein de formats différents. Là, je parle surtout des formats les plus populaires, on va dire. Donc voilà, c'est, je pense, les raisons pour lesquelles le manga est devenu hyper populaire en France. Il y a, donc pour résumer, il y a la tradition BD qu'on a déjà en France.
Euh, il y a aussi en France, on a une culture du doublage, c'est-à-dire qu'on double beaucoup les œuvres et du coup il y a des doublages pour tous les animés par exemple. Et donc il y a des personnes qui ont grandi avec les voix françaises de Naruto, de One Piece, etc. Et ça fait aussi partie un peu de ce qui a marqué une génération. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est aussi populaire dans les autres pays européens. Je ne sais pas pourquoi la France, enfin, j'ai évoqué toutes les raisons, mais pourquoi la France en particulier, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est quand même, je trouve, des œuvres hyper intéressantes. C'est des styles très japonais, mais les thématiques sont universelles et je pense que c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Donc si vous avez envie de commencer un manga, un animé, n'hésitez pas, franchement. Il y a, comme on dit, on utilise l'expression il y a à boire et à manger, c'est-à-dire qu'il y a plein de choix disponibles. Donc, si vous essayez quelque chose mais que vous n'aimez pas, essayez de regarder autre chose. Regardez sur Internet, il y a plein de catégories. Hein. Il y a des choses très violentes, des choses très enfantines, des choses très shonen, etc. Voilà, je suis sûr que vous pouvez trouver quelque chose qui vous intéresse. Et si vous avez besoin de recommandations, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimez et peut-être que je vous recommanderai un manga. Merci aux membres YouTube et aux membres Patreon qui me soutiennent. Ça me fait vraiment super plaisir. Et pour cette vidéo, donc, il y aura 3 PDF disponibles pour les membres avec du vocabulaire, des exercices et des corrections. Et vous avez aussi accès gratuitement au script Patreon, au script sur Patreon. Il faut juste avoir un compte. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est peut-être un vocabulaire plus spécifique, donc peut-être que ce sera plus difficile à comprendre. Mais voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.